économie circulaire et réduction à la source chez Recyc Québec. Et puis aujourd'hui, on a un webinaire des plus intéressants à vous présenter. Alors, ça va parler de la circularisation de la transition énergétique. À l'origine, on avait lancé une étude sur le sujet il y a bientôt 6 mois. Donc, il y a eu un certain intérêt. On a échangé avec différentes parties prenantes, avec des personnes intéressées sur la thématique. Et là, on s'est dit, 6 mois plus tard, pourquoi pas ouvrir un peu cette étude-là, regarder un peu les réactions qu'on a eues, inviter des panélistes intéressants là-dessus pour discuter l'après, la suite. Qu'est-ce qu'on voit comme opportunité, comme enjeu dans cette transition énergétique pour le Québec, mais dans une perspective d'économie circulaire. Aussi, en rappel, c'est un webinaire qui est dans le cadre de la semaine de l'économie verte. Donc, vous avez une foule de webinaires aussi qui sont présentés cette semaine. Je vous invite à aller sur leur site web pour voir les autres offres de présentation intéressantes. Et puis aujourd'hui, on a 3 panélistes, comme je vous ai dit, intéressants de notre côté avec nous. On a tout d'abord ma collègue, Laura Ciccarelli, qui est conseillère en environnement chez nous. Bonjour, Laura. On a également M. Jean-Simon Gaudreault, qui est conseiller à la mise en œuvre des politiques minières au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Bonjour, Jean-Simon. Bonjour, Étienne. Merci d'être là. Et on a également François Larouche, qui est chercheur au Centre d'excellence en électrification des transports et en stockage d'énergie chez Hydro-Québec. Merci d'être là, François. Bonjour, Étienne. Bonjour, Étienne. Donc, petits éléments techniques. Donc, pour la suite, on va vous faire une présentation sur l'étude comme telle, donc qui était notre élément principal. Par la suite, on va avoir nos 2 panélistes qui vont faire une courte présentation de mise en contexte sur les éléments, sur des faits saillants, sur des éléments intéressants de leur côté sur cette thématique. Et puis, on va avoir un panel de discussion par la suite où est-ce qu'on va prendre également certaines questions du public, de vous. Donc, je vous invite pour ce faire à utiliser le bouton questions-réponses, donc le Q et R qui est dans le haut de votre écran, pour pouvoir soumettre ces éléments-là. Donc, en rappel, les présentations ne seront pas disponibles, mais le webinaire comme tel est enregistré et va être disponible sur notre page web pour réécoute, pour écouter les meilleurs moments. Également, on va vous envoyer un courriel avec un lien pour un sondage de satisfaction, donc toujours pour s'améliorer, être en amélioration continue pour le tout. Donc, on va débuter dès maintenant avec ma collègue Laura qui va nous faire un tour de roue sur l'étude qu'on a publiée il y a quelques mois pour vraiment mettre la table pour tous sur cette thématique. Donc, Laura, le champ est libre pour toi. Merci. J'ai un petit délai pour me démuter. Merci beaucoup, Étienne. Merci tout le monde pour être avec nous ce matin dès 9 h. Mon nom est Laura Ciccarelli, je suis conseillère en environnement chez Recyc Québec et je suis responsable du dossier des matériaux liés à la transition énergétique. Donc, comme a mentionné Étienne en introduction, on a lancé une étude sur les matériaux de la transition qui a été publiée finalement en novembre dernier. Donc, ça venait, juste une petite mise en contexte, ça s'inscrit vraiment dans toutes les volontés gouvernementales en électrification des transports, en transition vers des énergies renouvelables. Donc, on a le plan pour une économie verte, la politique de mobilité durable, le plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques. Et on a la mission de Recyc Québec qui est d'amener le Québec à réduire, réutiliser, recycler et valoriser les matières résiduelles dans une perspective d'économie circulaire et de lutte contre les changements climatiques. Donc, cette transition-là va générer des matières résiduelles. Donc, c'était de faire le point et de voir qu'est-ce qu'on aura à gérer à court, moyen et long terme. Donc, ça a été initié, financé par Recyc Québec et l'étude a été réalisée par Stantec. Il y a eu de la collaboration avec les autres ministères et organismes, dont le MEIE, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, Hydro-Québec. Et l'objectif était de dresser un portrait des gisements actuels et prospectifs. Donc, pour prospectif, c'est 2030-2050, des matériaux nécessaires à la transition énergétique et de planifier les stratégies qui seront à déployer pour faire face aux défis en lien avec la conception des produits et leur gestion en fin de vie. Donc, pour choisir la liste des produits qu'on aurait à étudier, on a mis certains critères pour les sélectionner. Le premier étant l'important potentiel de développement au Québec, la large diffusion à travers le territoire et la présence significative de minéraux critiques et stratégiques dans les produits. Ultimement, ce qui a été choisi, c'est les produits liés à l'énergie éolienne, solaire,
la production d'hydrogène par électrolyse et véhicules électriques, incluant la borne de recharge aussi. Dans l'étude, il a fallu faire certaines hypothèses. Donc, toutes les projections et les faits saillants que je vais vous présenter plus tard sont basés sur ces hypothèses-là. Donc, on a fait l'hypothèse que les infrastructures et les équipements en fin de vie sont remplacés systématiquement par des nouveaux. On sait que ce n'est pas nécessairement le cas. Des fois, c'est réparé, mais pour les besoins de l'étude, il a fallu tirer une ligne. Donc, on a fait que les infrastructures et équipements en fin de vie sont systématiquement remplacés par des nouveaux. Les projections utilisées reflètent l'atteinte en 2030 et en 2050 des objectifs gouvernementaux visant la carboneutralité. Les quantités sont estimées à partir de ratios et de durée de vie des technologies actuelles. Ça, on sait que ça va être porté à changer, mais pour l'instant, on a utilisé ce qu'on sait. On sait aussi que des technologies émergentes ou non encore connues vont apparaître probablement et pourraient changer la donne. Et on a aussi supposé que les comportements des consommateurs resteraient stables dans le temps sans des modifications substantielles dans le contexte fiscal, économique, réglementaire qui pourraient venir modifier leur consommation en matière d'achat de véhicules électriques, par exemple, ou de besoins énergétiques. Donc, vu toutes ces hypothèses-là, les quantités présentées dans l'étude, on peut supposer que c'est probablement des maximums. Donc, l'étude fait un portrait par secteur. Donc, pour chaque secteur, donc énergie éolienne, solaire, ce que j'ai mentionné plus tôt, on a la composition des produits par secteur en minéraux critiques et stratégiques et les autres matériaux aussi. Il y a les processus actuels de conception et de gestion en fin de vie, donc où ils sont fabriqués, c'est quoi les débouchés entre fin de vie. On a aussi relevé les bonnes pratiques, les stratégies de circularité. Fait pour chaque produit, on regarde des bonnes pratiques ici, mais aussi ailleurs à l'international. Et des pistes de solutions sont présentées par stratégie de circularité. Et ultimement, l'étude présente des recommandations pour la suite. Donc, quelques faits saillants. Les quantités générées de matériaux liés à la transition énergétique seront en forte hausse, sans grande surprise. Donc, en 2021, c'était 4 000 tonnes de matériaux et on voit qu'en 2030, ce sera 142 000 tonnes et 2050, 296 000 tonnes. Donc, on voit vraiment que c'est exponentiel. Pour les principaux matériaux qui seront ingérés en 2050, on parle du béton, de l'aluminium et des métaux ferreux et divers minéraux critiques et stratégiques, donc cuivre, zinc, éléments des terres rares, graphite, lithium, nickel. La durée de vie des produits varie entre une dizaine d'années pour les batteries de véhicules électriques, par exemple, et les bornes de recharge, jusqu'à 30 ans pour les panneaux solaires. Et les éoliennes se trouvent environ vers les 20-25 ans. Et les premiers parcs éoliens, justement, qui ont été installés au Québec à la fin des années 90, approchent leur fin de vie estimée. Donc, ça illustre vraiment l'importance de s'intéresser dès maintenant à cet enjeu. Comme vous voyez par les graphiques, donc la barre la plus foncée, c'est des matériaux. Comme le béton, l'aluminium, comme j'ai mentionné. Et la plus pâle, c'est des minéraux critiques et stratégiques. Donc, on voit vraiment l'augmentation exponentielle dans certains, comme j'ai mentionné. Il y aura 2 secteurs à surveiller. En 2050, la grande majorité de l'ensemble des matériaux de la transition énergétique proviendra des secteurs de l'énergie éolienne et des véhicules électriques. Donc, vraiment 49%, 47%. Donc, c'est vraiment ces 2 secteurs-là qui seront à surveiller. Et la mise en place de stratégies d'éco-conception et de circularité dans une perspective de réduction à la source est vraiment essentielle pour assurer la gestion durable des matériaux de la transition énergétique. Et ultimement, l'étude vient donner certaines recommandations, donc exiger même les appels d'offres des taux minimaux de récupération, de recyclage, de valorisation. Puis comme vous voyez, les recommandations sont associées à les stratégies d'économie circulaire. Venir soutenir le développement de filières de reconditionnement, de réemploi des composantes, soumettre les fabricants à des systèmes de gestion comme la REP, par exemple. Établir des seuils minimales de rendement des pièces de composantes, soutenir le développement de centres techniques et de formation pour mieux opérer et entretenir les matériaux,
soutenir les initiatives locales en lien avec la fabrication, la récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation des matériaux, et aussi soutenir la recherche et le développement pour optimiser l'utilisation des ressources et la durabilité, la recyclabilité des composants. Donc, en conclusion, ce qui est à retenir, c'est que l'électrification des transports et la transition vers d'autres sources d'énergie renouvelable va amener son lot de défis. C'est sûr que ça va réduire les GES, mais ça va amener d'autres défis. La réduction à la source reste primordiale dans la transition énergétique du Québec. Une gestion en amont est clé. Donc, comme on sait, on est un peu d'avance, entre guillemets. Donc, on peut voir venir et donc on peut se préparer. L'économie circulaire est un mode de développement tout indiqué pour répondre à ces défis-là. Et le Québec dispose déjà de plusieurs atouts pour répondre aux défis liés à la gestion des matériaux liés à la transition énergétique. Et donc, ce sera tout pour ma présentation. Merci beaucoup. Je vais arrêter mon partage. Donc, merci Laura. Donc, à retenir, il y a beaucoup de matières qui s'en viennent. On a la chance d'être en amont pour pouvoir gérer ces matières-là, mettre en place des filières, trouver des stratégies d'économie circulaire pour agir sur les différents niveaux, différentes étapes du cycle de vie de ces produits-là. Donc, bon, pour une fois, on a peut-être un peu de plus de temps devant nous que sur certaines autres problématiques. Donc, à nous d'en profiter pour bien gérer ces éléments-là. Mais maintenant, il y a déjà aussi beaucoup de choses qui se font. On a des partenaires qui sont actifs avec différents programmes, stratégies, plans. Donc, je passerai le microphone maintenant à Jean-Simon qui va nous parler des initiatives de son côté en lien avec cette transition énergétique, les minéraux critiques et stratégiques. Donc, Jean-Simon, à toi. Oui, merci Étienne. Merci Laura pour ta présentation, très intéressant. Je tiens à saluer tout le monde ici présent au webinaire. Merci pour votre participation. Puis moi, je suis ici, Jean-Simon Gaudreault, en tant que je remplace en fait mon patron, M. Jocelyn Douaret, directeur des politiques minières au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Aujourd'hui, la présentation que je vais vous faire, en fait, je vais vous parler du plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025. Pour ma présentation, rapidement, je vais vous parler des origines du PQVMCS. Je vais faire un petit retour là, sur certains faits saillants qui le caractérisent. Je vais parler de sa vision. Des principales réalisations également liées à l'orientation 3 là, qui concernent justement la transition énergétique. Je vais vous parler là, très brièvement là, des travaux à venir dans le cadre de ce plan-là. Ici, on a un graphique c'est un graphique de la World Bank qui ici expose la croissance anticipée de la demande mondiale d'ici 2050 en termes d'approvisionnement en MCS. C'est un graphique qui date déjà de 3 ans. Par contre, mon collègue économiste vous dirait que ça n'a pas beaucoup changé. Bon, peut-être quelques points de pourcentage, là, mais on peut voir rapidement que pour ce qui est du cobalt, du lithium et du graphite d'ici 2050, donc c'est pas si loin, on va dire, c'est quand même à long terme, là, mais la demande va être quasiment multipliée par 5. Cette croissance-là de la demande mondiale est provoquée par 3 virages essentiellement. Donc, c'est le virage numérique, le virage énergétique et aussi le virage de l'électrification des transports. Ce sont là, ces 3 virages-là, des enjeux stratégiques, comme vous le savez, n'est-ce pas, pour plusieurs juridictions dans le monde. Bon, ici, on a une carte du Québec avec, elle n'est peut-être pas à jour, là, elle date également de 2020, là, mais ça donne quand c'est juste pour vous donner une idée. Là. Au Québec, on sait qu'on a beaucoup de projets de mise en valeur et de mines. Là. On est très fort dans le fer, dans l'or, mais on est également très fort pour ce qui est des minéraux critiques et stratégiques. Donc, cette carte-là représente un peu quels sont les gîtes, les projets de mise en valeur, et également les mines là, de MCS au Québec. On peut penser au graphite, au nickel, lithium, niobium, éléments de terre rares, zinc, cuivre. Il y a une multitude de projets en ce sens sur le territoire québécois. Ça nous amène à un constat, c'est que le Québec peut devenir un leader mondial dans la valorisation des MCS. Par contre, là, on parle de projets de mise en valeur, de gîtes, de mines. Est-ce que c'est seulement les mines qui vont nous aider à s'approvisionner en MCS dans le monde? Ici au Québec, j'en doute, considérant que ça prend environ 15 ans, là, on va dire, rendre un projet minier là, commercial.
Donc, fort de ce constat-là qu'on a fait, bon, il y a une réflexion en fait qui a été entamée là, quelque part en 2019, puis en 2020, ça s'est vraiment concrétisé. Donc, il y a eu une tournée régionale qui a été faite. On a rencontré les acteurs locaux. On a même consulté aussi les Autochtones un petit peu plus tard dans l'année 2020 pour finalement lancer le plan en octobre. Puis lors de ces consultations-là, il y a 4 constats qui ont été dégagés. Donc, le premier constat, c'est qu'il est impératif de développer des nouveaux procédés industriels à différentes étapes de la chaîne de valeur. Donc, en transformation, recyclage, économie circulaire. Il y a également, il y a la nécessité de propulser le développement des filières de MCS de l'exploration-recyclage, donc dans l'ensemble du processus de développement minier. Aussi, on a remarqué, puis c'est encore vrai, puis ça, c'est un, en fait, c'est un peu, c'est un enjeu là, vraiment là, que le ministère, et puis même, je vous dirais, le gouvernement du Québec est vraiment conscient, c'est qu'il y a vraiment une méconnaissance du secteur minier des minéraux critiques et stratégiques dans la population. Puis ça, ben, ça amène à des problèmes là, au niveau de l'acceptabilité sociale. Oui, c'est pour ça que ça devient de plus en plus difficile, justement, de lancer des projets miniers. Aussi, il y a en fait, il y a une grande. Il y a un constat qui est vraiment qu'il faut accroître nos connaissances au niveau là, des MCS. Là. Donc, puis ça, c'est vraiment une priorité qui est à court terme, là, parce que c'est des procédés qui sont nouveaux. C'est pas comme l'or, c'est pas comme le fer, c'est des procédés qui sont méconnus. Donc, il faut vraiment avancer là, en termes de recherche et développement à ce niveau. Donc, ici, on a la liste. Il y a 22 MCS qui ont été qui ont émané là, de la réflexion qui a été entamée par le gouvernement pour ce qui est du plan québécois de valorisation des minéraux critiques et stratégiques. Donc, de ces 22 MCS-là, quand on dit critiques, les minéraux critiques, on parle de minéraux qui sont essentiels au secteur clé de l'économie, donc haute technologie, décarbonation. Également, c'est des minéraux qui représentent un risque élevé en approvisionnement. Surtout dans le contexte actuel géopolitique mondial, là, on le voit de plus en plus. Et aussi, ils n'ont pas de substitut commercial. Donc, ils ont vraiment des usages qui sont uniques. Pour ce qui est des minéraux stratégiques, là, c'est des minéraux, tantôt un peu, Laura en a glissé un mot, là, donc c'est des minéraux qui sont nécessaires à la mise en œuvre des grandes politiques du Québec. Je pense entre autres à la stratégie batterie. Quelques faits saillants ici. Bon, ben, écoutez, pour ce qui est de l'objectif du PQVMCS, là, c'est qu'il vise vraiment à créer là, des conditions qui sont favorables au développement des projets miniers de transformation des MCS. Comme c'est un secteur d'activité qui comporte encore des incertitudes au niveau technologique, ça explique l'intervention en fait, du ministère là, dans la R&D. L'aide gouvernementale, là, ça vient en fait un peu réduire le risque là, pour les promoteurs, puis ça vient également, là, on vient tirer des bénéfices environnementaux de tout ça. Donc, son objectif au PQVMCS, c'est de favoriser le développement et la pérennité des chaînes de valeur de MCS en tirant profit des avantages concurrentiels et du savoir-faire québécois. Tout en contribuant aux orientations gouvernementales de transition énergétique et technologique dans une perspective de développement durable, d'acceptabilité sociale et de création de richesses pour les régions, y compris les communautés locales et autochtones. Bon, l'objectif, il est long, il est ambitieux, il est réalisable. On a 90 millions qui étaient dédiés à ce plan-là depuis 2020. Puis il y a des sommes qui sont ajoutées également là, au cours des dépôts des derniers budgets. Donc, on est rendu là, approximativement là, autour de 130 millions. Ça se réalise pas tout seul. Le PQMCS, on a plusieurs partenaires, dont le MEIE, le MELCCFP, la Société du Plan Nord, Investissement Québec, puis le ministère des Relations internationales et de la francophonie. Je vous épargne, je ne vous lirai pas toutes les orientations du plan. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous entretenir sur une des orientations peut-être qui est plus pertinente pour ce qui est de ce webinaire. C'est l'orientation 3 qui est de contribuer à la transition vers une économie durable, qui est un pan très important du PQVMCS. Donc, la vision du plan, c'est d'être reconnu comme un partenaire fiable, éthique et durable. Le Québec contribue activement aux transitions énergétiques et technologiques mondiales ainsi qu'à la création de richesses dans une économie plus verte par la production, la transformation et le recyclage de MCS de qualité. Pour ce qui est des principales réalisations du PQVMCS depuis 3 ans maintenant, puis c'est pas fini, il nous reste encore 2 ans, on parle beaucoup de soutien à la valorisation des sous-produits miniers et au recyclage. L'an dernier, on a financé 3 projets, qui viennent en fait, là, c'est
des projets de production et de revalorisation de tellure qui est mené par 5N+, un projet de construction d'une usine de démonstration commerciale pour l'extraction du scandium qui est mené par Rio Tinto Fertitan, et puis un projet de valorisation de résidus miniers amiantés afin de produire un oxyde de magnésium. Ça, c'est fait par Sigma DevTech. Également, on avait 2 programmes là, vraiment là, qu'on devait monter puis qu'on fait en partenariat avec des regroupements sectoriels de recherche industrielle, des RSRI. On fait ça avec le Consortium de recherche et d'innovation en transformation métallique, également avec le pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés, PRIMA. Donc, c'est des programmes là, vraiment qui viennent soutenir la R&D au niveau de l'extraction, de la transformation, du recyclage. Et également, un autre programme là, qui est plus dédié à l'économie circulaire appliquée aux filières des MCS, lui qui est géré par Prima. Ces programmes-là avaient des enveloppes dédiées de 3 millions de dollars. Il y a des projets super qui ont été financés lors du premier appel de proposition. Vraiment, on est surpris. Puis nous, on relance encore une fois là, des appels de proposition dans ces 2 programmes-là là, au cours de l'automne prochain. Un autre projet que je ne peux pas passer sous silence, c'est vraiment la réalisation d'un projet pour définir le potentiel de valorisation des MCS dans les résidus miniers, des sites miniers abandonnés sous la responsabilité de l'État. Il y a vraiment ça, on fait ça en collaboration avec l'IRM et d'autres partenaires. Nous autres, ce qu'on veut vraiment, c'est mieux définir là, tout ce qui se trouve dans les résidus miniers au Québec pour peut-être possiblement aller chercher des MCS là, de qualité. Comme je vous disais tantôt, on a plusieurs projets des gîtes, des projets de mise en valeur, des mines de MCS, mais on ne pourra pas juste compter là-dessus pour répondre à la demande mondiale. Donc, pour s'approvisionner, il est important aussi d'aller voir vraiment qu'est-ce qu'on avait dans les résidus pour, en même temps également, par après, faire de la... Donc, on parle de revalorisation, puis de remettre ça en état par la suite. Ces parcs à résidus miniers. Donc, les travaux à venir en 2023-2024, on a un nouveau plan d'action qui va être lancé sous peu, le plan 23-25 du PQVMCS, avec des nouvelles actions. Malheureusement, je ne peux pas vous en parler, il n'est pas encore rendu public. Par contre, vous allez certainement le voir passer dans les prochaines semaines. On a la mise en œuvre du réseau de recherche sur les MCS également qui poursuit ses travaux. On a d'autres programmes qui ont été annoncés qu'on va lancer, donc un programme de soutien dédié à la mise en valeur, à la mise à l'échelle des procédés minéralogiques ou de première transformation des MCS. Donc, il va certainement y avoir des projets de recyclage là-dedans. D'autres appels de propositions dans le cadre de nos programmes R&D. Et puis, également aussi la poursuite des travaux de valorisation des MCS dans les résidus miniers. Donc là, je vous fais un bref tour d'horizon. Il y a plusieurs autres mesures. Je vous invite à aller consulter le plan québécois de valorisation des minéraux critiques et stratégiques. Je pense qu'Étienne va déposer un hyperlien dans le groupe chat ou quelque chose du genre. Puis si vous avez des questions relativement au PQVMCS, gênez-vous surtout pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Je vous remercie beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Simon, pour cette présentation-là. Donc, on voit que c'est déjà actif. Il y a des choses qui sont en cours, des choses qui ont été faites, puis des choses à venir également. Et puis également, on a mis l'hyperlien dans la zone questions-réponses. Donc, vous avez accès aux ressources qui ont été partagées par nos panélistes. Et puis également, je vous rappelle, section questions-réponses, si vous avez des questions pour la période de questions à la fin, vous pouvez les soumettre sans problème dès maintenant là-dedans, puis on va pouvoir les transmettre aux conférenciers par la suite. Maintenant, on va aller un petit peu plus dans le précis, donc avec M. François Larouche, donc qui va nous aborder le sujet des batteries un peu plus largement, cette thématique-là dans l'angle de la transition énergétique et l'économie circulaire. Donc, François, le plancher est à toi. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, merci à nos panélistes. Je vais partager mon écran et vous mettre la présentation. Excusez, je vais la mettre au début. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Voilà. Donc, pour moi, mon nom, c'est François Larouche. Je suis chercheur au Centre d'excellence en électrification des transports et en stockage d'énergie chez Hydro-Québec. Et je suis aussi doctorant à l'Université McGill et je fais mon projet de doctorat sur le développement d'un procédé de recyclage des batteries au lithium de type phosphate de fer. D'abord, je vais vous présenter un peu c'est quoi le Centre d'excellence. Donc, c'est un centre de recherche dédié au développement des batteries au lithium. Et on travaille sur les batteries depuis au-dessus de 40 ans. On a une centaine de familles de brevets de développer sur les batteries au lithium. Et on génère au-dessus de
220 millions de dollars en revenus de licences octroyés depuis le début. Donc, on est une expertise internationale et reconnue et très bien positionnée. Je vais d'abord vous définir c'est quoi une batterie au lithium-ion. Donc, c'est important de comprendre c'est quoi pour bien comprendre les enjeux que ça apporte côté du recyclage. Donc, c'est un dispositif chimique basé sur la diffusion du lithium à travers la structure d'un minéral autre, qu'on parle du graphite et des oxydes de lithium, cobalt, et afin de générer des réactions où il y a un courant électrique. Donc, juste pour être plus précis, dans le fond, on voit ici un schéma. Je peux prendre mon pointeur laser. Donc, ici, on voit un schéma d'une batterie. D'un côté, on a une électrode négative, de l'autre côté, une électrode positive. Et les atomes de lithium vont voyager d'un bord à l'autre selon le sens du courant. Et on distingue plusieurs sortes ou chimies de batteries au lithium-ion, principalement classées sur la chimie ou les éléments qu'on retrouve dans la cathode. Et c'est ça qui rend la complexité du recyclage, c'est que chaque chimie présente une composition différente avec des ratios de cobalt, de nickel, de lithium, et même des fois pas du tout de cobalt et de nickel, comme la phosphate de fer qu'on a ici. Donc, c'est sûr que ça complexifie énormément le travail des recycleurs. Donc, c'est quoi une batterie? Ce que vous allez retrouver dans une voiture électrique, c'est des blocs batteries. Ici, donc une série de blocs batteries. On va retrouver ensuite des cellules. Je ne sais pas pourquoi l'image ne fonctionne pas, mais la bloc batterie est composée de toutes sortes de petites cellules qui ressemblent à des batteries 2A. Donc, ces batteries-là, on peut les broyer lors du recyclage et on va retrouver un broyat-noir, qui est une poudre noire qui contient les matériaux qu'on veut valoriser. Et là, je vous ai mis une image un peu plus fort grossissement. On voit l'image grossie 25 000 fois et on voit ici ces petites patates-là, les petites particules grises qui ressemblent en forme de patate. Ça, c'est là-dedans qu'il y a les minéraux de valeur. On parle du lithium, du cobalt, du nickel ou du phosphate de fer. Ça représente 18 de la masse d'une batterie. Et grosso modo, dans le fond, le lithium représente seulement 1 de la masse d'un bloc batterie. Ah, voici mes images. Donc, une batterie usée, c'est quoi? En fait, pour un véhicule électrique, une batterie usée, c'est une batterie qui est rendue en dessous de 80 de sa capacité initiale. Et pour une mode stationnaire, comme pour les éoliennes ou le solaire, donc c'est une batterie qui est rendue en dessous de 50 de sa capacité initiale. Et les mécanismes d'usure d'une batterie sont extrêmement complexes. Je ne passais pas à travers cette figure-là, mais c'est pour vous illustrer à quel point ça peut être vraiment complexe et que toutes les composantes de la batterie sont affectées. La réduction à la source, en fait, en fin de vie, une batterie, on pourra pouvoir utiliser les 3 RVA, donc la réduction, la réutilisation, le recyclage, la valorisation et l'élimination. Côté des réductions à la source, pour l'instant, c'est un peu difficile à imaginer vu la croissance exponentielle des batteries au lithium et du besoin. Par exemple, on va avoir besoin de 2 milliards de véhicules électriques d'ici 2050 pour atteindre notre carboneutralité. Donc, c'est énormément de ressources et ça va engendrer la production, par exemple, de plus de 4 500 gigawattheures de batteries en 2030. Ça, c'est l'équivalent de 75 millions de Tesla par année. C'est énorme. Ces ressources-là, d'ici 2050, on va avoir besoin de 3 fois les réserves en cobalt actuelles, de 45 des réserves de lithium actuelles et de 60 des réserves en nickel. Et le recyclage, malheureusement, fournira à peine 5 des besoins d'ici 2030 parce qu'il y a toujours un délai entre l'utilisation, la fabrication et le recyclage en fin de vie, et 25 à 35 des besoins d'ici 2050. Donc ça, c'est un enjeu. Donc, réduction à la source, oui, mais il y a quand même des enjeux pour fournir les besoins minimum. La réutilisation, c'est un autre mode qui est intéressant, qui va pouvoir permettre de réduire la consommation de batteries. Qu'il s'agit de reprendre ou reconditionner des batteries de véhicules électriques pour les appliquer à sur des applications moins exigeantes.
Donc, on parle de stockage d'énergie. Il y a des solutions comme ça qui sont en cours par Volvo, des initiatives par d'autres compagnies aussi. Mais l'important, c'est qu'il faut se rappeler que le coût, ça demande des coûts élevés en reconditionnement. Il y a aussi des incompatibilités entre les batteries des différentes compagnies. Et ça demande un surdimensionnement des systèmes de stockage et des incertitudes sur les qualités, sécurité et capacité. Il faut se rappeler que la pile est aussi forte que son maillon le plus faible. Donc ça vient nous rattraper un petit peu. Bon, enfin, il y a le recyclage et il y a différentes routes qui sont utilisées pour faire le recyclage des batteries. La première et la plus importante, c'est la pyrométallurgie. Il s'agit de fondre les batteries dans des fours gigantesques à 1200 à 1400 degrés C. Donc, je dirais 90% des batteries sont en ce moment traitées de cette façon. La voie hydrométallurgique s'en vient de plus en plus populaire. Donc, c'est ce qu'utilise, par exemple, le recyclage lithium. C'est une voie durant laquelle les batteries sont dissoutes complètement ou sélectivement dans des acides, généralement l'acide sulfurique. Et enfin, il y a la voie directe, qui est une voie qui est en devenir. Donc, on utilise les batteries, on les broie, c'est un traitement mécanothermique ou mécanochimique pour régénérer les matières cathodiques, qui sont la matière de valeur que je vous ai montré tantôt. Et on va pouvoir les réutiliser en batterie. Ensuite, ce qu'on voit comme enjeu en ce moment pour le recyclage, c'est la sécurité, donc au niveau de la collecte, par exemple, ou du broyage des batteries. On a aussi des problèmes de disponibilité de ressources. Il n'y a pas énormément de batteries usées en ce moment pour démarrer des usines, puis faire des essais pilotes. Donc, ce n'est pas évident de développer les procédés en ce moment puis faire les mises à l'échelle. Il y a des besoins de financement et de main-d'œuvre aussi. Il y a des enjeux d'impact environnemental aussi, des procédés de recyclage eux-mêmes. Donc, la pyrométallurgie est très polluante en ce moment. Il y a des enjeux aussi au niveau de l'hydrométallurgie. On a besoin de solutions ici. Il y a de l'instabilité aussi au niveau des revenus. Les marchés sont très volatiles. On a vu le prix du lithium varier beaucoup en 2022, donc ça devient très difficile pour les recycleurs. Les coûts d'opération sont quand même assez élevés, notamment ceux de la collecte. On parle de 20 à 30 des coûts au niveau de la collecte. Et il y a aussi un des points importants, ça va être l'évolution du marché des batteries. Donc, les batteries s'en vont vers LFP, qui est le phosphate de fer lithié, tout solide, des batteries solides, des autres batteries au sodium, au zinc. Donc, ça va avoir un impact énorme sur le recyclage. Et enfin, il y a les qualités des produits qui, des fois, en ce moment, la pyrométallurgie fait un décyclage des composantes vers d'autres utilisations. Et il y a une forte compétition des recycleurs, finalement. Ce serait bon d'avoir du réseautage, la collaboration. Puis on apporte quelques solutions aussi, par exemple, au niveau de la collecte, utiliser des modèles plus opération en étoile avec des unités de broyage, plusieurs unités de broyage qui alimentent une usine métallurgique. Normaliser le design des batteries aussi. On veut aussi développer des procédés spécifiques au LFP, comme on le propose chez Hydro-Québec. On veut aussi peut-être varier les revenus avec des éco-frais, des consignes, des frais de décharge. Pour le manque de batteries usées aussi, on veut intégrer des rejets de production dans les procédés de recyclage. Donc, ça, c'est important. Ça fait de l'économie circulaire. Puis, c'est ça. Donc, développer des procédés robustes aussi, c'est une solution importante. Et côté impact environnemental du recyclage, on veut absolument développer le recyclage direct, les réactifs bénins, utiliser des réactifs bénins, aller vers l'hydrométallurgie sélective pour minimiser l'utilisation des réactifs. Et voilà, donc, en conclusion, on peut dire que le recyclage des batteries, c'est en forte croissance, mais ne pourra suffire à la demande. On a l'arrivée du LFP sur le marché qui affectera énormément les procédés actuels après 2030. Et Hydro-Québec a développé une solution d'ailleurs pour ce recyclage des LFP. Il y a plusieurs enjeux aussi quand même majeurs qui limitent une bonne efficacité du système de recyclage. Hydro-Québec s'implique dans la R&D du recyclage dès la conception des batteries du futur. Je vous présente juste une image rapide du procédé Hydro-Québec, donc, mais sans aller dans les détails, là, mais tout ce qu'on a développé, c'est un procédé direct de recyclage du LFP. Alors, merci beaucoup.
Merci beaucoup, François, pour ce tour de roue. On voit que la transition énergétique, avec la demande en différents minéraux critiques et stratégiques, l'augmentation exponentielle de la demande va avoir des enjeux aussi au niveau du recyclage, de l'approvisionnement, puis du traitement de ces matières-là. Donc, bien intéressant pour cadrer aussi concrètement des enjeux puis des défis qu'on va avoir au Québec puis partout dans le monde avec cette fameuse transition énergétique-là, qui est gourmande en ressources également. Donc, avant de passer au panel, je demanderai à ma collègue Laura de revenir sur la scène parce que là, on a eu des présentations très inspirantes. On voit qu'est-ce qui se passe un peu à côté minéraux critiques stratégiques, plus spécifiquement avec les batteries. Mais maintenant, pour la suite, on a notre étude qui a fait ce topo-là, les quantités 20-30, 20-50. Maintenant, des pistes pour pousser, pour creuser certains sujets plus loin, pour accélérer cette transition-là. Qu'est-ce que ça pourrait être, Laura? Oui, donc c'est ça, l'étude nous est venue faire un premier constat, donc des premiers chiffres, à voir qu'est-ce qu'on aura à gérer. Et c'est venu aussi de montrer plein de bonnes pratiques ici, ailleurs, et des recommandations. Premièrement, les recommandations sont multiples. Ils vont même au-delà de Recyc Québec. Donc, dans tous nos suites, ce qu'on réfléchit en ce moment, c'est comment on va pouvoir collaborer, forger des partenariats avec d'autres organisations qui travaillent là-dessus de différentes manières et qui pourraient nous aider à venir mettre en place les recommandations, voir la faisabilité, tout ça. Donc, pour les suites de l'étude, ce qui est en réflexion en ce moment, c'est de voir, d'évaluer la capacité de nos filières actuelles de récupération. Donc, les matériaux de la transition énergétique sont faits de matériaux qui sont déjà recyclables, comme les métaux, comme des produits électroniques, du béton. Donc, c'est des matériaux qui existent déjà, mais c'est juste que leur quantité va augmenter exponentiellement. Donc, c'est de voir est-ce que nos filières actuelles de recyclage sont assez matures pour évoluer aussi rapidement que la transition énergétique? Est-ce qu'on peut soutenir ces filières, des filières de reconditionnement, de réemploi des composantes en parallèle du recyclage des composantes qui ne peuvent pas être reconditionnées, réemployées? On regarde aussi pour soutenir dans l'innovation des initiatives d'éco-conception, d'intégration de la durabilité, des modes de conception, de gestion, de pales d'éoliennes, de panneaux solaires, de batteries de véhicules électriques, les bornes de recharge. Aussi, quantifier la matière disponible dans les mines urbaines. Donc, les mines urbaines étant les produits qui existent déjà dans notre environnement, qui ont ces matériaux-là déjà, comment on peut tirer profit de ces mines urbaines-là et réutiliser ces matières-là existantes et les remettre en circulation. Donc, c'est d'estimer la quantité réelle. On sait qu'il y a une quantité dans les mines urbaines, mais on ne sait pas à quel point. Est-ce que ça peut vraiment venir répondre à nos besoins puis nous aider dans tout ça? On regarde voir des études technico-économiques, voir la mise en œuvre de certaines stratégies d'économie circulaire. Donc, chacune des recommandations était liée à une stratégie d'économie circulaire dans l'étude. Donc, c'est venir voir est-ce que c'est faisable ici au Québec, autant au niveau technique, économique, d'interdire l'enfouissement des matériaux composites, d'utiliser du béton recyclé dans la construction de fondations. Est-ce que la mise en place d'incitatifs pour encourager l'éco-conception, l'inclusion de critères de recyclabilité, est-ce que c'est faisable ici des mises en place de labels de durabilité, d'introduire des critères de circularité, dont une analyse de cycle de vie dans les appels d'offres, des mises en place de plateformes pour que on sache où sont nos matériaux, donc des plateformes qui détaillent les matériaux démantelés, recyclés, reconditionnés pour revente au public, par exemple. Donc, c'est infini tout ça. C'est vraiment les suites qu'on envisage et de voir qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que Recyc Québec et comment on peut collaborer avec d'autres pour travailler sur ces points-là. Parfait, merci Laura. Donc, on va vraiment viser de plonger dans le vif du sujet, aller voir opérationnellement comment on peut préparer ces éléments-là. Et puis, je t'invite aussi à allumer ta caméra, à moins que tu aies un petit bug de ton côté. Ça va être plus facile pour voir les messages non verbaux que tu nous transmets également. Donc, merci Laura. J'utiliserai mon ricochet vers Jean-Simon. Là, on a parlé de 20-30, de 20-50, de matière à très long terme. Mais à court, moyen terme, de votre côté, qu'est-ce que vous envisagez comme défi vraiment là, dans les prochaines années si on se plonge dans le concret? Là?
Ben, écoute, si on se plonge dans le concret du côté minier, Étienne, là, un des plus grands défis, ça va être d'assurer là, des approvisionnements responsables et compétitifs en minéraux critiques stratégiques pour les industries qui sont impliquées dans la transition énergétique. Euh, les besoins là, en termes là, de ressources sont énormes, on l'a vu tantôt, pour assurer la transition. Puis ça implique un développement qui prend en compte là, les aspects économiques, environnementaux et sociaux. Là. On entend beaucoup parler des critères ESG un peu partout dans le monde pour certains critères qui sont chers aux investisseurs. Puis nous autres, ben, avec le PQVMCS, ben, comme vous l'avez vu, ce qu'on intègre, là, on essaie d'intégrer le plus possible là, des mesures qui visent à supporter le développement global de la filière de l'exploration au recyclage. Voilà. Intéressant. Puis, si on se met dans le mode batterie, on parlait encore 20, 30, 25 ans, il va y avoir des changements quand même assez intenses sur les types de batteries, les procédés de recyclage à mettre en place. Mais si pour les 5 prochaines années, François, ça serait quoi les défis de notre côté au Québec, là? Oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup. On assiste en fait à la naissance de l'industrie du recyclage au Québec en ce moment. Bon, avec entre autres Recyclage Lithium, d'autres initiatives aussi. Donc, il y a beaucoup d'activités de recherche en ce moment, notamment Hydro-Québec. Il vient venir avec un enjeu de compétitivité entre les projets pour la disponibilité des ressources. Comme je disais tantôt, il n'y a pas tant de batteries usées disponibles en ce moment pour démarrer des projets. Puis au niveau des ressources humaines, ressources financières aussi. Il faut établir dès maintenant, en fait, des pôles de recherche pour adapter les procédés de recyclage aux nouvelles batteries qui s'en viennent. Puis les batteries sont en constante évolution. Puis c'est incroyable, ça. C'est pas comme les batteries au plomb qu'on les utilise depuis des années. C'est vraiment une autre dynamique. Et donc voilà, ça c'est important d'adapter nos choses puis de commencer dès maintenant. Et enfin, on doit mettre à jour les normes et pratiques de collecte, transport, manipulation des batteries usées pour sécuriser et faciliter la transition des batteries du consommateur au recyclage. OK. Puis je prendrai la balle au bon, François. Là, on a des défis, mais aussi des opportunités au Québec. Donc, qu'est-ce qu'on a là, dans notre manche là, pour la suite? Oui, il y a un engouement marqué pour le recyclage en ce moment chez les manufacturiers, chez les universitaires, chez les recycleurs, chez les industriels, donc les minières, les usines métallurgiques. Il faut vraiment un leader qui rassemble les troupes, qui mène la parade et détermine les bonnes actions à entreprendre pour faire face à la compétition internationale, parce que la compétition internationale n'est pas ici au Québec. Là. Puis, Hydro-Québec est évidemment prêt à participer à ce leadership là, avec notre expertise sur les batteries, avec notre énergie propre aussi. Donc, voilà. OK. Merci François. Jean-Simon, de ton côté, les cartes qu'on a dans notre manche que tu verrais à court, moyen terme pour le Québec? Ben écoute, c'est ça, tu sais, pour les cartes qu'on a dans notre manche, là, les atouts, les opportunités, moi je pense, en tout cas, un des atouts du Québec, là, c'est la place que prend la recherche puis l'innovation dans la réalisation de ces grandes stratégies gouvernementales. Juste dans le PQVMCS, en tout cas en ce qui nous concerne, il y a plusieurs millions de dollars là, qui sont ou qui vont être consacrés là, à des programmes ou des mesures d'aide financière au profit de la recherche puis de l'innovation. Moi, je le vois beaucoup là, parce que je suis comme un peu on va dire, c'est mon job principal au ministère, là, au secteur des mines, là, de mettre en œuvre des programmes d'aide financière. Puis l'ensemble, je le vois présentement, là, l'ensemble de l'écosystème de la recherche, là, que ce soit les entreprises privées, les centres de recherche, les OBNL, les universités, c'est vraiment en ébullition. Puis moi, je pense en tout cas que c'est en investissant dans le domaine du savoir que les entreprises du secteur minier, du moins, vont pouvoir tirer leur épingle du jeu puis mettre en pratique des techniques puis des procédés qui sont novateurs au bénéfice de la société, mais surtout de l'environnement. Puis en plus, en matière de protection de l'environnement, je pense que le ministère, en tout cas nous, puis même ailleurs ailleurs au gouvernement, on possède une expertise de haut niveau. En ce qui nous concerne, là, notamment, nous, en termes là, de restauration des sites miniers, dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure.
Parfait, Jean-Simon. Puis maintenant, je passerai directement aux questions du public. Puis ça tombe bien, il y en a une pour toi, Jean-Simon. Donc, on nous demande, le Nord québécois, c'est une région ressource, on le sait, il y a beaucoup de projets de mines, d'exploration, mais la transformation va être souvent dans le sud du Québec. Est-ce qu'il y aurait un avantage dans une optique d'économie circulaire avec les minéraux critiques et stratégiques de tenter de faire une deuxième transformation plus près de la ressource? Est-ce que c'est quelque chose de réaliste ou réalisable? Ben, ça, j'aurais aimé ça que mes collègues de la Société du Plan Nord soient là pour répondre. Puis c'est sûr que c'est souhaitable de transformer sur place. Puis, tu sais, je pense que même, il y a certains projets miniers, dont la mine Raglan, qui essaient d'en transformer une partie. Mais tu sais, ça implique des coûts, ça, qui sont faramineux. Tu sais, on n'a pas besoin de le. C'est pas c'est un secret de polichinelle, en fait. Là, tout est une question un peu d'argent, mais c'est sûr que nous, en tout cas, du moins, on parle du Nord, mais même au Sud également. Là, juste le pôle d'innovation de batterie qu'on veut faire dans la zone d'innovation dans le coin de Bécancour pour toute la filière batterie. C'est juste au sud, ça demande des efforts incroyables. Puis il y a un autre enjeu également là, qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui est maintenant, que c'est un enjeu qu'on n'avait pas il y a 10 ans, mais maintenant, juste l'approvisionnement d'électricité, c'est rendu compliqué. Puis c'est sûr, la première, deuxième transformation, quelque chose de très énergivore. Mais on y travaille, puis c'est sûr que c'est souhaitable. Ça va de soi. Absolument, merci pour ta réponse. J'utiliserai un petit ricochet vers François pour la prochaine. En fait, quelque chose qui m'a marqué aussi dans ta présentation, tu mentionnais que pour combler nos besoins, on allait avoir besoin de 3 fois les réserves en cobalt qui sont disponibles. Donc, pour adresser cette petite problématique, est-ce qu'on est plus en réduction, en changement de technologie, en autres éléments pour la suite, ou va falloir vraiment réduire, réemployer et partager ces véhicules-là pour essayer d'éviter cette pénurie potentielle? Une très bonne question. Puis, en effet, c'est un peu de tout ça. On va avoir besoin de varier nos technologies de batterie. Donc, le LFP, par exemple, qu'on dit sans cobalt, c'est une batterie qui prend son essor en ce moment parce que, justement, le prix du cobalt, vu sa rareté, augmente énormément et donc les autres batteries sont favorisées. Donc, oui, en ce moment, il y a un changement énorme de technologie pour aller vers du sans cobalt. Et par contre, le cobalt a certains avantages. Pour ça il va y avoir un équilibre qui va se faire. Et après ça, on va avoir besoin aussi d'utiliser nos batteries là où c'est le plus pertinent. Donc, transport en commun, l'utilisation dans les transports lourds, des trucs comme ça. Donc, il faut maximiser l'utilisation de chaque batterie en développant des procédés de réutilisation aussi. Donc, oui, faut faire un peu de tout ça là, pour maximiser l'utilisation de nos ressources. Rentabilité, en fait. Oui. Parfait, merci. Je reviendrai à toi, Jean-Simon, pour la suite. Tu nous as parlé de valorisation des minéraux critiques stratégiques dans les résidus miniers, ce qui est quand même super intéressant. Donc, j'imagine qu'il y a des développements technologiques en lien avec cet élément. Est-ce que tu as un horizon de temps pour ça ou plus d'informations sur ce type de projet qui pourrait se mettre en place pour aller chercher vraiment les matériaux résiduels dans les résidus miniers? Ben, tu sais, en fait, là, c'est vraiment. C'est dommage parce que nous, on avait un grand plan. Là, tantôt, je vous ai parlé du plan d'action 23-25 là, pour le plan québécois de valorisation des minéraux critiques et stratégiques. Puis on avait fait certaines demandes budgétaires en ce sens pour vraiment bonifier l'enveloppe, puis mettre beaucoup plus d'efforts dans ce domaine-là là, pour ce qui est de la transformation des résidus miniers. Malheureusement, on n'a pas eu ce qu'on voulait, mais on va continuer quand même vraiment on va poursuivre nos demandes en ce sens. Puis on a quand même déjà des projets là, qui sont en branle. C'est juste là, c'est une question d'ampleur, Étienne, je te dirais. Mais dans un horizon de temps, nous, les travaux sont entamés pour ce qui est de la caractérisation là, de ces résidus miniers-là. Puis c'est en cours avec des résultats, je l'espère, qui vont venir là, à moyen terme. Parfait, ça serait vraiment une belle opportunité, j'imagine, pour la Absolument. suite d'aller chercher ces matières-là avec d'autres technologies pour nourrir le besoin croissant. Puis si jamais on s'ouvre un peu là, sur le reste de la planète, on semble être des leaders ici, on a des belles initiatives, on a un beau potentiel, mais est-ce que vous auriez une ou deux initiatives, puis là j'ouvre la parole à tous ici, d'exemples de recyclage, réemploi, éco-conception dans ce domaine-là qui nous inspire à l'étranger, puis qu'on pourrait peut-être implanter au Québec, à tout le moins s'inspirer pour la suite des choses.
Oui, donc je peux peut-être prendre la parole. Donc, euh, il y a une initiative très intéressante, comme je parlais, par exemple, des compagnies comme Volvo qui commencent à reprendre leur propre batterie puis gérer leur propre batterie. Donc, pour en faire une réutilisation. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on vient minimiser les problèmes d'interférence entre les constructeurs et les batteries des différents constructeurs. Donc, le constructeur utilise sa propre batterie puis gère sa propre batterie en fin de vie. Et des modèles économiques aussi comme la location d'une batterie dans la voiture. Donc, les gens, plutôt qu'être propriétaires de la voiture en entier, ils sont propriétaires de la voiture, mais ils louent la batterie comme un peu les photocopieurs qu'on retrouve dans les bureaux. Donc, c'est d'autres modèles économiques qui pourraient être vraiment intéressants à développer plus. Parfait. Laura Jean-Simon, des exemples inspirants à partager? Mais moi, je vais profiter d'une question qui est dans le chat, justement, de tu sais, la batterie de véhicule électrique, une fois qui est plus bonne pour le véhicule électrique, habituellement, on peut l'utiliser comme pour stocker de l'énergie, en fait. Mais puis la question demande pourquoi, est-ce qu'il y a d'autres usages à part ça? Et justement, il y a des exemples à l'international où, en fait, la batterie peut être utilisée pour quelque chose qui demande moins d'énergie que le véhicule. Donc, il y a des exemples dans des usines de batteries de véhicules électriques et de construction de véhicules électriques qu'ils utilisent, par exemple, pour leur chariot élévateur, pour toute machinerie qui est un peu plus petite. Donc, la batterie peut être utilisée vraiment jusqu'à son maximum et par la suite être recyclée. Donc, c'est des exemples qui existent ailleurs pour réemployer au maximum, reconditionner et ultimement recycler lorsque c'est vraiment nécessaire. Excellent point, Laura. Merci. Jean-Simon, de ton côté? Oui, ben moi, peut-être, je vais répondre à la question de manière un peu indirecte. Là. Tu sais, nous autres, il y a un enjeu vraiment qui a été, on va dire, là, mis de l'avant là, dans les derniers mois, surtout avec tout ce qui s'est passé là, sur la scène géopolitique, puis avec également l'Inflation Reduction Act aux États-Unis. Euh, Tout l'aspect de traçabilité dans le monde là, dans la filière batterie. Je pense que c'est un enjeu, en tout cas, là, puis là, c'est en train de se mettre en place ailleurs dans le monde, là, avec il me semble que c'est la Global Battery Alliance. Là. Il y a vraiment du travail à faire. Puis je pense qu'au Québec, en tout cas, on devrait embarquer dans le bandwagon là-dedans pour ce qui est de la traçabilité de l'ensemble des composantes des batteries. Puis ça, c'est un domaine qui est encore, on va dire, en ébullition, mais qui pourrait permettre au Québec de bien se positionner, non seulement là, sur le plan économique, mais également environnemental et social. Donc, voilà. Écoute, puis ça fait un excellent lien avec une question dans le chat justement tu avais parlé de la stratégie batterie dans la présentation. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus pour faire le lien avec les différentes informations qu'on vient de recevoir là-dessus? Ben, la stratégie batterie, c'est une stratégie du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Je suis moins familier. Par contre, nous autres, vraiment, on est très impliqués. Là. C'est sûr que le PQVMCS, il s'imbrique. C'est une composante essentielle de la stratégie batterie. Il faut voir ça comme un tout, l'ensemble des grandes stratégies gouvernementales. Donc, nous, on est un partenaire là, justement là, pour aller chercher, on va se le dire, le PQVMCS, c'est un plan qui est là pour la valorisation des MCS qui permettra, entre autres choses, là, à développer la filière batterie. Mais c'est des plans qui sont, on parlait des grands projets là, dans les années 70 de barrage hydroélectrique, 60-70. Là, on est ailleurs, mais on est dedans présentement. Là. Puis on le voit vraiment, la filière batterie, sans dire que c'est l'avenir, parce que je serais prétentieux de le dire, là, c'est vraiment l'action gouvernementale là, se dirige vers là. Parfait, merci Jean-Simon. Pour la prochaine question, ben, j'aurais tendance à la diriger vers toi, François. On parle de production d'hydrogène par électrolyse. Donc, en 2 mots, c'est quoi le bénéfice d'utiliser de l'électricité pour produire de l'hydrogène versus utiliser de l'électricité directement? Puis, est-ce qu'il y a des enjeux ou défis au niveau de la sécurité des personnes avec cette technologie-là? Sujet d'actualité. Oui, ouais, je ne suis pas un expert en hydrogène. Par contre, en fait, c'est toujours pour l'avantage de générer de l'hydrogène au niveau du transport. Donc, l'électricité, c'est difficile à mettre dans une voiture. Bon, on le fait avec les batteries. Donc, mais donc là, l'hydrogène permettrait d'aller plus loin, avoir plus d'autonomie
pour nos voitures. Donc, c'est ça le gros avantage de la production d'hydrogène. Donc, il y a différents enjeux au niveau de sécurité. C'est pas des gros enjeux. C'est pas des gros enjeux de sécurité, là. Il y a au niveau de l'utilisation de l'hydrogène. Il y a toutes sortes de façons d'entreposer l'hydrogène pour pouvoir l'utiliser après. Donc, ce n'est pas des choses qui m'inquiètent, là. Donc, il y a différentes façons, puis on y travaille depuis plusieurs années, donc il n'y a pas d'enjeu de sécurité au niveau de l'utilisation de l'hydrogène comme ça. Parce qu'il y a différentes façons de l'entreposer sécuritairement. Parfait. Merci François. Puis je ferai une dernière question ouverte à vous trois. Dans le fond, faire un lien entre l'économie circulaire puis la transition énergétique, quel est le lien fort que vous voyez, puis comment l'économie circulaire peut être une solution, puis vraiment en fait une condition pour que cette transition soit verte et résiliente. Donc, je lancerai Laura là-dessus en premier. Tu m'expliques un peu ce lien-là, comment tu le vois pour la suite? Oui. La manière que c'est de miser sur notre économie circulaire qui est bien ancrée ici au Québec. Là, je pense que c'est ça qui va nous aider pour la suite là, à mettre en place toutes nos solutions et aussi de collaborer entre acteurs. Là. Donc, ce serait mon numéro 1. Merci. Jean-Simon, de ton côté? Oui, la transition énergétique, il faut qu'elle se fasse dans une perspective de développement durable, évidemment. Toutes les sources, en tout cas de minéraux critiques stratégiques, doivent être considérées à la fois les sources primaires, puis aussi les sources qui proviennent du recyclage des produits. Nous autres, le plan dont je vous ai entretenu là, plus tôt, ça s'inscrit vraiment là, dans une vision gouvernementale globale, comme je le mentionnais, concertée, structurée, qui contribue notamment à l'atteinte des objectifs là, de diverses politiques. Là. Au Québec, on possède non seulement des ressources minérales utilisées dans la fabrication de batteries pour les véhicules électriques puis le stockage d'énergie, mais on dispose également d'organisations pour accélérer le développement du savoir-faire québécois qui est nécessaire à la production et au recyclage. Puis, en plus du recyclage des résidus miniers, ça pourrait recycler des ressources là, insoupçonnées, évidemment. Puis, il faut vraiment mieux les connaître, ces ressources-là, dans une perspective de circularité des MCS. Parfait. François, rien de moins que le mot de la fin? Oui, en fait, il faut voir les déchets comme des ressources. C'est tout ce qu'il faut voir, en fait. Puis créer des synergies entre chaque entreprise pour réutiliser nos rejets. Excellent, excellent. Donc, à toutes les étapes du cycle de vie, voir le tout comme des ressources, puis prévoir en amont, comme on a vu, différentes stratégies d'économie circulaire pour bien gérer ces matériaux de la transition. Donc, on est déjà à la fin du webinaire. Je veux tout d'abord vous remercier beaucoup, Laura, Jean-Simon et François, pour votre présence. Ça a été vraiment très apprécié. Ça nous donne des pistes pour la suite. Donc, Laura va mettre ses neurones pour voir aussi creuser un peu plus profond. Donc, on va aussi vous tenir informé des suites. Petit élément, petit scoop, on va publier la semaine prochaine une étude sur des analyses de flux de matière en milieu nordique. Donc, ça va vraiment toucher aussi les éléments qu'on a abordés dans le webinaire ici, voir un peu ce portrait-là de comment les matières circulent dans les communautés nordiques. Donc, ça va pouvoir ajouter aussi une brique à l'édifice de réflexion sur sa thématique-là. Donc, en rappel, on va vous faire parvenir par courriel un hyperlien avec un sondage de satisfaction. Donc, toujours bien intéressant de vous entendre pour la suite. Puis également, vous allez avoir le lien pour revoir ou partager ce webinaire qui va être sur notre site. Donc, encore une fois, merci à tous de votre présence. On reste toujours disponible pour vos questions, commentaires et au plaisir de rediscuter sur le sujet bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.